c'est la section A de l'Empress. C'est le hublot. Attends, c'est un vin si j'avais fait sur mon. Hein? C'est une réplique. Il est dans le fleuve, lui, là. On n'a pas de filmer. Tu peux parler? Ils sont toutes contaminées, on peut pas les toucher. Par Non, exemple, c'est pas qu'elles sont contaminées. Le bateau est dans le fleuve. C'est un plongeur qui filme sa plongée en ce moment. Il se promène dans l'Empress qui est dans le fleuve. Les occupants pour les sous. Quand l'autre il est rentré dedans. C'est la réplique. C'est le même que poulet. Beaucoup de ça.
sauvé des personnes de quoi. Ceux qui ont pu sauver. Des artefacts compliqués. Yeah, 700. The size of this little water. Le nombre total, So small. Wow. 12 personnes décédées. This little kid had it. sur They found her body. I'm not sure en totalité how sur le long bateau, after. en place, il y avait This was still in her 1467 hand. qui comprend les matelots et la capitale. C'est avec regret que nous avons appris le décès de Lady Annie Charlotte Kane, baronne de Mount Stephen, survenue à Londres le 10 avril dernier. La baronne était l'épouse de Lord Mount Stephen, fondateur et premier président de Canadian Pacific Railway, la plus importante compagnie de transport maritime et ferroviaire au monde. On se souviendra que Lord Stephen est le propriétaire de la villa Estevan, située en bordure de la rivière Métis, près de Montjoly. Construite en 1887,
L'imposante villa accueille chaque année les nombreux amis de la famille, tels que Lord Stanley, Lord Grey et plusieurs ministres du Québec et du Canada. Passionné de pêche au saumon, Lord Stephen était auparavant propriétaire du célèbre club de pêche Matamata à Cosatsca. Pointe-au-Père accueille désormais la station officielle des pilotes du Saint-Laurent pour le secteur Rimouski-Québec. L'avancée de la pointe dans le fleuve et la construction récente d'un quai de 800 pieds ont fait de ce petit village le premier contact des immigrants avec l'Amérique. Auparavant localisée au Bic, la station a été transférée à la demande des armateurs et des propriétaires de compagnies de transport. Les pilotes se félicitent de cette décision qui adoucira leur travail en éliminant les longues heures passées sur leur goélette en attente des navires transatlantiques. Car pour garantir un passage sécuritaire sur le fleuve, les pilotes prennent en charge les navires entre Pointe-au-Père et le port de Québec. Ils connaissent bien toutes les embûches du fleuve, les récifs et les hauts fonds à contourner, les courants dangereux et bien sûr le brouillard, cauchemar des capitaines qui surgit parfois à une vitesse fulgurante. Passagers et marchandises circulent en toute sécurité grâce à ces maîtres des eaux. À Pointe-au-Père, chaque année, plus d'1 millier d'Océaniques viennent chercher ou déposer leurs pilotes. Il est à prévoir que ce trafic continuera de s'intensifier. Canadian Pacific Railway, la plus importante compagnie de transport au monde, lance l'Empress of Ireland. Rapide et luxueux, ce paquebot rejoint son réseau sœur, l'Empress of Britain, sur la route reliant Québec à Liverpool, en Angleterre. Après avoir construit la première voie ferrée transcontinentale et conquis le Pacifique en exploitant plusieurs paquebots vers l'Asie, le CP confirme donc son intention de dominer aussi le transport transatlantique. Les passagers des Empress ayant franchi l'océan pourront s'embarquer sur les trains du CP et traverser le Canada. Plusieurs d'entre eux choisiront de s'installer dans les vastes contrées de l'Ouest où le Canadien Pacifique offre aux immigrants quantité de bonnes terres à cultiver. D'autres poursuivront leur périple jusqu'à Vancouver, où ils monteront à bord de l'un des Empress du Pacifique à destination de l'Asie. Inaugurée au cours de l'été, la nouvelle station de télégraphie sans fil de Pointe-au-Père possède une capacité émettrice de 250 000. C'est le célèbre inventeur Guglielmo Marconi qui a lui-même choisi le site de Pointe-au-Père. Aujourd'hui, l'une des 15 stations de TSF en activité dans l'est du pays. Ces stations terrestres et le nombre croissant de navires équipés de postes de TSF améliorent considérablement la communication entre les bateaux et la terre ferme, mais aussi entre les bateaux eux-mêmes. Ainsi, la navigation est-elle beaucoup plus sûre, ce qui contribue à populariser la route du Saint-Laurent auprès des armateurs et des immigrants. Avec son phare, sa corne de brume, sa station de pilotage et sa nouvelle station de télégraphie sans fil, Pointe-au-Père est désormais l'un des plus importants centres d'aide à la navigation au Canada. La pire catastrophe maritime survenue à ce jour s'est déroulée dans la nuit du 14 au 15 avril dernier au large de l'île de Terre-Neuve. Le paquebot Titanic a sombré dans les eaux glaciales de l'Atlantique, entraînant dans la mort plus de 1500 personnes, passagers et membres d'équipage. Le plus gros navire au monde effectuait alors son voyage inaugural entre Southampton et New York. Circulant à vitesse rapide et par une nuit sans lune, le Titanic est entré en collision avec un iceberg. Bien que muni des équipements de sécurité les plus modernes et de compartiments étanches, manœuvré à l'électricité, le paquebot n'a pu résister à l'impact. En 2 heures et 40 minutes, il s'est enfoncé sous la surface de l'eau. La quantité insuffisante d'embarcations de sauvetage a entraîné dans la mort un nombre inégalé d'hommes, de femmes et d'enfants.
C'est un temps idéal pour naviguer. Tout le monde en conviendra. Tout le monde, sauf ma femme, évidemment. Laura a vu un chat s'évader du bateau et elle a décidé d'y voir un mauvais présage. Depuis le naufrage du Titanic, les gens sont devenus encore plus superstitieux. C'est très ennuyeux pour un esprit rationnel comme le mien. L'Empress of Ireland en est à son 192e voyage. Il a fait ses preuves, il me semble. Des icebergs, il en a croisé plusieurs, il les a tous évités sans problème. On dit même qu'il aurait contourné celui qui a fait sombrer le Titanic 2 jours plus tôt. Mais de toute façon, il y a assez de vestes et de chaloups sur ce paquebot pour sauver tous les passagers, incluant les animaux de compagnie. Heureusement, tout le monde n'est pas pessimiste. L'année dernière, ce navire a transporté près de 27 000 personnes. Sa réputation est bien fondée. Il est rapide et il sait se tenir quand la mer est mauvaise. Même les gens de la 3e classe le trouvent confortable. Il y a dans ces cannes un précieux chargement de lingots d'argent venant d'une mine d'Ontario. C'est dire toute la confiance qu'il inspire. Ça ne risque pas d'être déprimant avec une fanfare de l'armée du salut à bord. J'ai suggéré à Laura d'aller lire dans notre cabine puisqu'elle n'est pas disposée à profiter de ce bateau formidable. Elle n'a pas beaucoup apprécié ma suggestion, je crois. Je ne sais pas où elle est passée depuis. Pour ma part, je ne quitterai pas le pont avant le dîner. Je ne veux rien manquer du spectacle. Ça y est, c'est parti pour la traversée. 2 jours à voir défiler les rives du fleuve, puis 4 jours en haute mer. Campbell, notre célèbre capitaine, est déjà très apprécié à bord, même s'il s'agit de sa première traversée aux commandes de l'Empress vers Liverpool. Sa réputation le précède, et pas seulement parce qu'il a aidé Scotland Yard à mettre la main sur un meurtrier en fuite. L'équipage le respecte surtout pour ses aventures incroyables dans le Pacifique Sud, où il a survécu au pire danger. Il peut captiver ses convives pendant des heures avec ses histoires de scorpions, d'assassins, de famine et de tempêtes. Et drôle avec ça. Même l'infâme Crippen a été sous le charme, tellement qu'il en a oublié son déguisement et s'est fait démasquer par Kendall, qui a alerté la police. Pauvre Crippen, si humilié d'avoir été trahi par le capitaine qu'il a jeté sa malédiction sur lui. Vous paierez cher cette trahison, sir. Mais notre capitaine est un homme d'honneur et un marin d'expérience. Il n'est pas du genre à se laisser impressionner par ses balivernes. Ce genre de détails trouble au contraire beaucoup Laura, hélas. Si je pouvais la convaincre qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais il faudrait d'abord que je sache où elle se trouve. J'ai retrouvé Laura de meilleure humeur. Elle venait de s'entretenir avec les Irving que nous avons vus jouer au théâtre en mars à Toronto. Ce sont probablement les personnes les plus fameuses à bord. Après cette tournée au Canada, ils disent avoir hâte d'être de retour chez eux. Ils n'ont eu que du mauvais temps en venant d'Angleterre, semble-t-il. Laura les a réconfortés en leur disant que la mer est plus douce en mai qu'en février. La voilà qui rassure les autres maintenant. Cette salle à manger est splendide. Si ce n'était des chaises fixées au sol, on oublierait que nous sommes sur un navire. Le menu aussi promet de nous rassasier. Heureusement, j'ai l'estomac dans les talons. Sir Seton Carr amuse la galerie avec ses histoires de chasse en Colombie-Britannique. Sacré Henry, il rapporte un panache d'orignal dans ses bagages. À notre table, M. Gordon est intarissable sur l'Empress et son équipage.
Il nous récite par cœur tous les détails techniques concernant le navire. C'est ainsi que le double fond de l'Empress et son nouveau sonar qui détecte les icebergs n'auront plus de secret pour nous. Selon notre ami, si le Titanic avait eu pareil équipement à bord, la catastrophe n'aurait pas eu lieu. En fervent habitué de l'Empress, M. Gordon aime assister aux exercices de sécurité lorsqu'il le peut. Et il nous assure que l'équipage descend les chaloupes en moins de 4 minutes. Laura semble se laisser convaincre, alors je le laisse parler. Tout de même, ce M. Gordon est bien sûr de lui. Il se permet même de ridiculiser le Titanic. Il aurait été plus sage, dit-il, de lui rajouter des chaloupes de sauvetage plutôt qu'une fausse cheminée. Je n'aurais jamais osé aller jusque-là. Je ne suis pas mécontent d'avoir échappé à notre causeur. Quel temps agréable! Oh, je crois que nous allons avoir droit à un beau spectacle. On dirait que la fanfare de l'armée du salut a décidé d'amuser les ponts inférieurs. Comme il serait malvenu d'aller les rejoindre, nous allons plutôt faire une partie de palais sur le pont. Monsieur Gordon s'est trouvé beaucoup moins loquace après le dîner. Je n'aurais pas cru qu'on pouvait être affligé du mal de mer par un temps si calme. C'est peut-être parce qu'il perdait au palais. Toujours est-il qu'il a dû interrompre notre partie pour se rendre à la cabine du jeune Dr. Grant, qu'on a finalement trouvé au fumoir. J'en ai profité pour aller voir le télégraphe Marconi. La salle est en service jour et nuit, avec 2 opérateurs qui se relaient. Ferguson, qui termine son quart, m'apprend que l'appareil n'est pas réservé aux urgences et que les passagers peuvent l'utiliser. Je me demande bien à qui je pourrais envoyer un télégramme. Certainement pas à ma mère, elle croirait qu'il nous est arrivé malheur. Une carte postale. Ça oui, elle aimerait bien. Il reste un peu de temps avant la levée du courrier à Rimouski. À l'exemple de ces passagers noctambules, je vais donc écrire à quelqu'un que j'ai vu hier. Coutume un peu absurde, mais sympathique. Merci pour tout. Je vais t'écrire bientôt. Justement, Je t'aime. que j'ai du pas. Ta sœur qui te laisse que je ne sois pas avec vous à la maison. Prends bien soin de Mon moi. amour, je me sens déjà si loin. Vas-tu me garder? Laura a insisté auprès du garçon de cabine pour laisser notre hublot ouvert. C'est vrai que l'air vient à manquer. Elle s'est finalement endormie. Mais moi, je n'ai pas sommeil. Je ne suis pas le seul. J'ai rencontré M. Gray qui arpentait les ponts comme moi. Nous avons bavardé un moment. Il est de l'armée du salut. Ils sont très nombreux à bord. Ils s'en vont tous au grand colloque de Londres. Ils ont littéralement pris d'assaut la 2e classe. C'était bien leur fanfare qui jouait en bas tout à l'heure. Ils avaient beaucoup de public, puisque la 3e classe est bondée. Ils sont plus de 700, paraît-il. Pour la plupart, des immigrants qui retournent chez eux en Europe. Presque la moitié d'entre eux sont des ouvriers de l'usine Ford de Détroit, récemment mis à pied. En plus d'être musicien bien informé, M. Gray est illustrateur pour le Daily Star. Un brave jeune homme, vraiment. Nous approchons de Pointe-au-Père. À cette heure, tous les passagers sont retournés à leur cabine pour la nuit. Mais un transatlantique ne dort jamais. C'est le quart de minuit qui a débuté pour des dizaines d'hommes qui commencent à peine leur journée de travail. L'équipage de l'Empress est réputé d'une efficacité exceptionnelle. Il y a tous les jours des entraînements. Un officier m'a expliqué la manœuvre de fermeture des cloisons étanches et j'avoue être perplexe. Chacune des 24 portes étanches est assignée à un garçon de cabine qui a la responsabilité de la fermer en cas d'urgence. Le garçon doit monter sur le pont se trouvant au-dessus de la porte, prendre une clé,
l'insérer dans un mécanisme d'engrenage et la faire tourner pendant 1 minute pour faire glisser la porte horizontalement. Ils peuvent bien répéter l'exercice chaque matin. Voilà une technologie qui n'est certainement pas la plus moderne. Le Titanic avait des portes à commande électrique qui se contrôlaient de la passerelle. Ça ne l'a pas empêché de couler, me dira-t-on. Eh bien moi, ça ne me console pas. Nous voici à Pointe-au-Père maintenant. C'est ici que le pilote Bernier nous abandonne à notre sort. Depuis 8 ans, Adélard Bernier conduit l'Empress à chacun de ses passages dans cette section du fleuve. Pour le capitaine, c'est ici que la vraie traversée commence. Quelle idée j'ai eue de m'aventurer jusque dans la chambre des chaudières. Cette chaleur est insoutenable. On est loin d'imaginer lorsqu'on dîne en première que sous les ponts des passagers, des dizaines d'hommes travaillent pour produire la vapeur qui fait avancer ce paquebot. Les chauffeurs pelletent 15 tonnes de charbon à l'heure pour alimenter les fournaises. On les appelle la Black Gang. Imaginez, un de ces chauffeurs était de quart sur le Titanic au moment du naufrage. Il a survécu et il continue ce métier infernal. Clark, il s'appelle William Clark. Enfin, j'espère que sa présence à bord est un signe de chance. Il est plus que temps pour moi d'aller rejoindre Laura. J'espère qu'elle dort toujours. Pour ma part, je ne sais pas si je trouverai le sommeil après cette troublante soirée. Allez, il me reste à nous souhaiter une bonne nuit à bord de l'Empress of Ireland. Le bilan définitif de la tragédie survenue le 29 mai dernier dans les eaux du Saint-Laurent s'établit à 1012 victimes et 465 rescapés. On se rappellera que la catastrophe du Titanic avait causé plus de 1500 décès et laissé près de 700 survivants. Il n'aura fallu que 14 minutes à l'Empress pour sombrer, alors que le Titanic était resté à flot pendant plus de 2 heures et demie après sa collision fatale. L'enquête sur le naufrage de l'Empress of Ireland, menée par Lord Mersey,
n'a pas désigné hors de tout doute le responsable du drame. Les capitaines du charbonnier Stormstad et de l'Empress ont chacun leur tort dans cette histoire, mais en définitive, c'est le brouillard qui aura été le grand coupable. Au cours des prochains mois, une équipe de scaphandriers s'emploiera à libérer les corps encore prisonniers de l'épave. Les biens précieux, lingots d'argent, coffres-forts et sacs de courrier seront aussi récupérés et remontés à la surface. T'es dans le champ.